avant quand même pourtant de grandes activités cliniques qu'on avait. Et symboliquement, j'ai demandé à quelqu'un qui me fait l'immense honneur de venir aux ateliers, qu'on se connaît depuis 2007, Indy Reki, qui est professeur d'endocrinologie à Rabat. On s'est connus aux Rencontres Novo, les RNI, au manoir de Grécy. Pour certains, je vois qu'il y a des yeux qui s'ouvrent en disant « Ah !» s'en souvient. Et on s'est retrouvés un peu plus tard, qui est une magnifique praticienne, magnifique enseignante, et qui nous fait l'honneur et l'amitié de nous traiter ce sujet. Et c'est à toi. Bonjour à tous, merci Edouard pour l'invitation et je voudrais dire un grand bravo à l'ensemble des intervenants pour ces ateliers qui sont un exemple et j'espère qu'on pourra reproduire ce type d'atelier dans nos pays, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Côte d'Ivoire, pour les personnes qui sont là. Donc on va parler de la thyroïde et des maladies métaboliques et les non-endocrinos vont encore nous dire qu'on veut tout rendre hormonal et que ce sont les hormones qui sont à la base de tout, de notre humeur, de nos maladies et on va donc explorer ensemble ceci en rappelant tout simplement que dans la régulation du métabolisme, les hormones thyroïdiennes en particulier sont très importantes et qu'elles ont des interactions complexes avec les maladies métaboliques. L'idée, c'est de regarder quelles sont ces relations et je vais poser 4 questions. On va revenir sur le poids puisque le poids est peut-être l'une des raisons de consultation de beaucoup des patients qui nous disent que c'est toujours leur thyroïde. On va voir l'hypertension, la dyslipidémie et bien entendu le diabète. J'ai bien compris hier avec Hervé que quand on osait parler du diabète, on devenait limite persona non grata. Mais le diabète fait partie de notre métier quand on est endocrinologue et pas juste thyroïdologue. Et dans nos pays du Maghreb, on n'a pas encore fait ce distinguo. Alors, on va voir, est-ce que c'est la thyroïde qui va influer sur les maladies métaboliques ou est-ce qu'on va avoir une influence des maladies métaboliques sur la thyroïde ou est-ce qu'on sait en fait pas du tout? Alors, pour venir sur le poids, la question qui nous embête le plus, c'est « Docteur, j'ai pris du poids ». C'est même pas ici c'était la thyroïde, c'est ma thyroïde. Je n'ai pas pris du poids parce que j'ai mangé, j'ai pris du poids parce que c'est ma thyroïde. Et l'autre question qui vient, c'est « Bon, j'ai pris du poids, j'ai une hypothyroïdie, donc je vais maigrir maintenant ». Alors, 2 questions qui sont importantes et il faut voir est-ce que c'est une info, est-ce que c'est une intox, puisqu'on sait en tout cas que lorsqu'on va avoir une hypothyroïdie, la prise de poids, c'est pas l'augmentation de la masse adipeuse, c'est simplement le myxœdème et l'hypométabolisme qui vont favoriser une petite prise de poids modérée. Et du coup, quand on a pris du poids, on se demande est-ce que cette prise de poids va nous induire une hypothyroïdie, surtout lorsqu'on voit qu'il y a une corrélation positive entre l'indice de masse corporelle et la TSH, et qu'on a des TSH qui sont globalement élevés chez les patients qui vont avoir une obésité à peu près 20%. Et en fait, il faut réfléchir sur les mécanismes et on a des mécanismes adaptatifs qui vont transformer finalement les hormones thyroïdiennes et la TSH chez les sujets obèses. Alors, on augmente surtout lorsqu'on est obèse, bien entendu, sa masse grasse et on va avoir une augmentation physiologique de la leptine qui va entraîner cette augmentation de TSH et qui est quelque part un mécanisme adaptatif pour les patients obèses avec une diminution de l'activité de la déséodase de type 2 et qui va entraîner cette résistance à la production locale de T3, mais également une résistance périphérique qui va entraîner cette activation de l'axe thyréotrope. Et le but, c'est d'augmenter la dépense énergétique et de finalement limiter la prise pondérale. Notre corps, grâce à notre thyroïde, grâce à notre TSH, va permettre d'empêcher une prise de poids encore plus importante par ce biais. Ensuite, lorsqu'on a la thyroïde et l'hypertension artérielle, les cardiologues nous contactent souvent pour les différentes manifestations cardiovasculaires des hormones thyroïdiennes. On sait que on va avoir cet effet chronotrope, inotrope positif et donc quand les gens palpitent, on fait rapidement des TSH. Maintenant, est-ce que sur l'hypertension artérielle, on va avoir une action? Eh bien, on sait que
que lorsqu'on va avoir cet effet direct sur la cellule musculaire du cœur, notamment les cellules musculaires lisses, on augmente l'activité de la pompe à calcium ATPase et on va finalement synthétiser et dégrader les filaments d'actine et de myosine et augmenter les nombres des récepteurs adrénergiques, ce qui fait qu'on aura cette réponse vasculaire, cette augmentation de la contractilité cardiaque avec de façon indirecte une augmentation de l'adré et de la noradrénaline, une action également sur le système rénine-angiotensine et cet impact, on va dire, négatif sur la pression artérielle et la fonction endothéliale va aussi faire participer la synthèse de l'oxyde nitrique. Donc à partir des hormones thyroïdiennes, on va avoir différents mécanismes qui vont avoir cet effet de stimulation du système rénine-angiotensine, mais aussi la diminution des résistances vasculaires systémiques qui, avec l'augmentation du retour veineux, mais également l'augmentation du volume sanguin total, va arriver à cette augmentation de la fraction d'éjection, ça c'est ce qu'on sait habituellement, mais aussi du débit cardiaque. Donc, lorsque je suis malade, lorsque j'ai une dysthyroïdie, est-ce que je fais une hypertension artérielle ? Quand je suis en hyperthyroïdie, on a une petite augmentation de la systolique légère et on va retrouver, si on regarde juste en termes de prévalence dans les études, entre 20 et 68% de personnes hypertendues et d'hyperthyroïdie. Alors on sait qu'on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque et de la contractilité myocardique. On a vu tout à l'heure l'augmentation des résistances vasculaires périphériques qui vont influer et également cette augmentation de la volémie avec la réabsorption rénale de sodium. Mais ça reste très modeste. Ce qui est un peu plus retrouvé, c'est la prévalence de l'hypertension artérielle spécifiquement diastolique lorsqu'on manque d'hormones thyroïdiennes. Et là, c'est à cause de la diminution de la contractilité myocardique et la compliance du ventricule gauche avec plus de résistance au niveau périphérique. Et on retrouve dans ce papier, pour voir l'association entre l'hypertension artérielle et les dysthyroïdies, que dans les deux cas, on va retrouver qu'il y a une fonction thyroïdienne altérée chez les personnes qui étaient plus accrues de développer une hypertension artérielle et aussi une maladie cardiovasculaire. Alors, pour répondre à la question, est-ce que l'HTA va nous donner une dysthyroïdie? Eh bien, on est d'accord pour dire qu'on a plus d'hypothyroïdie chez les patients hypertendus que chez les patients normotendus. On va avoir une régulation de cette fonction thyroïdienne qui va pouvoir être altérée chez les patients hypertendus par d'autres biais, notamment le stress oxydatif, l'inflammation, l'insulinorésistance chez les patients qui vont être obèses et également cette relation avec l'HTA à la fonction thyroïdienne qui reste un peu complexe et on n'a pas vraiment réussi à trouver qui de la poule et de l'œuf va nous entraîner ces relations. Donc dysthyroïdie et HTA, eh bien, il n'y a pas forcément de relation de cause à effet et on peut aussi retrouver les autres manifestations métaboliques sous-jacentes et les autres maladies associées notamment. Donc en pratique, qu'est-ce que je pourrais faire? Forcément, je vais penser à surveiller la fonction thyroïdienne chez les patients hypertendus, mais le dépistage des dysthyroïdies, on le sait, devrait être notamment généralisé. Et puis, on va notamment penser aux dysthyroïdies lorsqu'on va avoir une HTA secondaire ou surtout une HTA résistante, ce qui peut être intéressant. Et là, je vais revenir à l'idée, quand on ne comprend pas en médecine quelque chose, eh bien, il faut se poser la question, est-ce que la fonction thyroïdienne est au point? Sinon, on peut avoir des manifestations. Donc, la troisième maladie métabolique, c'était la dyslipidémie. Et là, tout le monde, même les thyroïdologues, vont demander des bilans du cholestérol. Et on voit que plus on va avoir une augmentation de la valeur de la TSH, et plus l'augmentation du cholestérol total, notamment, va être élevée. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Avec, lorsqu'on va avoir les hormones thyroïdiennes induisent une augmentation de l'expression des LDL et donc plus de synthèse et de dégradation hépatique du cholestérol, avec l'activité notamment de l'hormone sensitive lipase qui va dégrader les graisses et qui va entraîner une lipolyse. Donc quand on a une hypothyroïdie, on dit souvent qu'on a une dyslipidémie secondaire qui va disparaître lorsqu'on va corriger l'hypothyroïdie, et c'est notamment cette diminution de l'expression de la lipase lipoprotéique, mais également l'augmentation du transfert du cholestérol des HDL vers les LDL par l'augmentation de la synthèse de la CETP
et également l'accumulation des graisses au niveau des cellules hépatiques. Quand on regarde les papiers pour les mécanismes de la dyslipidémie, notamment en cas de dysthyroïdie, on pense à l'augmentation de la TSH et la diminution des hormones thyroïdiennes, mais aussi le PSK9 qui est augmenté, la HMG-CoA réductase, et puis on a également la diminution de l'expression du gène CYP7A1 qui va avoir un rôle dans le métabolisme. Et on a retrouvé dans les études, il y a différentes études qui ont retrouvé la même chose. Chez les patients qui vont avoir une hypothyroïdie, on va avoir un taux plus élevé de cholestérol total, mais aussi des autres paramètres lipidiques. Et lorsqu'on aura des patients avec hyperthyroïdie, ils ont quand même des taux plus faibles par rapport aux individus qui seront, eux, thyroïdiens. Donc oui, il y a une corrélation entre la TSH et le profil lipidique lorsqu'on va avoir des dysthyroïdies cliniques. Lorsqu'on aura des dysthyroïdies infracliniques, ici une hypothyroïdie fruste, eh bien, on retrouve quand même qu'il y a une augmentation moins significative de ces paramètres lipidiques par rapport aux euthyroïdiens, et on n'a pas trouvé de différence significative dans les deux groupes de cette étude, avec un peu plus d'intérêt croissant avec la stéatose hépatique non alcoolique qui est retrouvée dans des papiers notamment avec l'hyperthyroïdie, et qui, avec la lipolyse excessive et cette accumulation finalement de triglycérides dans le foie, entraîne plus de NAFLD, mais également l'hypothyroïdie avec l'augmentation de la synthèse des graisses dans le foie qui va être incriminée, ce qui fait que peut-être que les hépatologues aussi vont venir nous demander que devant les dysthyroïdies, on va aussi demander des échos hépatiques, mais aussi plus simplement un dosage, de calculer le FIB4 à partir des dosages biologiques. Dernier, mais je suis désolée, on va quand même parler du diabète, et c'est même beaucoup plus du diabète. Alors, la dysthyroïdie et le diabète sucré, on a beaucoup de relations, et même des relations à plusieurs facettes, que ce soit par la coexistence de maladies auto-immunes lorsqu'on a un diabète de type 1. Donc on sait, diabète de type 1, maladie thyroïdienne auto-immune, c'est beaucoup plus fréquent. Mais on a aussi, on va voir en type 2, des relations, que ce soit sur même les comorbidités qu'on peut avoir ensemble, l'obésité, la dyslipidémie. On a également la dépression qui peut être retrouvée, un patient et l'hypertension artérielle, et peut-être qu'on va avoir également un impact sur les thérapies notamment. Rappelez que quand on va avoir un patient diabétique non contrôlé ou qui est contrôlé, on peut, à travers un dysfonctionnement thyroïdien qui va passer inaperçu, entraîner un défaut de contrôle de la glycémie. Et puis, les diabétologues adorent la metformine, ils adorent la metformine, et vous allez voir que j'aurai quand même un petit mot sur la metformine et l'effet sur la TSH sérique, avec, bien entendu, lorsqu'on va avoir une maladie auto-immune qui entraîne un problème d'absorption, bien forcément, on va avoir aussi une absorption de la L-tyroxine ou par un autre traitement médicamenteux. Donc, beaucoup de relations. Quand on a un diabète de type 1, ça c'est le plus simple. On sait que quand on va avoir des TPO significativement élevés, eh bien, on aura plus de patients qui vont faire des hypothyroïdies et des maladies de Hashimoto. Donc ça, c'est évident. Maintenant, directement sur le métabolisme, on sait que les hormones thyroïdiennes, parce qu'elles agissent un peu partout finalement, elles agissent aussi sur les cellules bêta. Et puis, on va avoir une production d'insuline qui va activer la voie de signalisation et stimuler la transcription des gènes de l'insuline. Alors, à minima, mais clairement, on peut aussi avoir une dégradation du glycogène en glucose, et la glycogénolyse va entraîner avec l'hyperthyroïdie qui peut favoriser l'hyperglycémie. Alors je dis pas que l'hyperthyroïdien va entraîner un diabète, mais dans des pays comme le mien où on a 12% de diabétiques chez les patients âgés de plus de 20 ans, eh bien, quand on va avoir une hyperthyroïdie, on va plus facilement décompenser un diabète, et on se retrouve dans ces situations assez facilement, surtout lorsqu'on a des retards de diagnostic. C'est pourquoi j'aime beaucoup vos patients qui viennent vous voir dès qu'ils ont un signe. Et nous, il faut qu'ils aient très mal, qu'ils aient complètement changé. Et on retrouve encore aujourd'hui des personnes qui vont avoir perdu 20 kilos avant d'aller consulter le médecin, ou qui vont chez qui on fait le diagnostic de maladie de Sheehan ou même d'hypothyroïdie après plusieurs années, et même parfois plusieurs dizaines d'années pour les Sheehan. Donc, quand
quand on va avoir une hypothyroïdie, théoriquement, on pourrait augmenter le risque d'hypoglycémie et on sait qu'en cas d'hypothyroïdie, on va avoir cette augmentation de l'absorption au niveau plasmatique du glucose et puis cette augmentation à la fois de la production hépatique de glucose et cette insulinorésistance qui va s'installer et qui pourrait entraîner une aggravation finalement du métabolisme glucidique. A contrario, quand on va avoir une hypothyroïdie, eh bien, on va avoir une diminution de l'absorption au niveau du tractus gastro-intestinal et peut-être chez des patients déjà diabétiques, déjà traités, on pourrait entraîner un peu plus de risque d'hypoglycémie. Alors, est-ce que c'est vraiment recherché? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'intéressent quand même au diabète lorsqu'ils s'intéressent à la thyroïde? Eh bien oui, on a des études sur cette méta-analyse qui a retrouvé que quand on allait avoir un taux de TSH élevé au départ, eh bien il y avait 17% de risque de plus d'avoir un diabète de type 2 et c'était un petit suivi, un médian sur des patients. Ça reste une méta-analyse, mais avec une association quand même significative sur l'incidence du diabète de type 2 et des concentrations sériques de T3 et T4 qui étaient faibles. Et puis, cette association un peu plus faible lorsqu'on allait avoir une TSH basse. Du coup, si je dis dysthyroïdie et risque de diabète de type 2, eh bien, on retrouve dans les différentes études une prévalence plus élevée d'hypothyroïdie quand même que d'hyperthyroïdie dans le diabète. Mais c'est vrai qu'on a de toute façon plus d'hypothyroïdie en règle générale. Donc, pas de preuve prospective directe. Pas qui pourrait nous dire qu'en fait l'une ou l'autre est plus susceptible de faire développer un diabète, mais mécanistiquement ça se tient. Et puis on a encore aujourd'hui des patients, en tout cas chez nous, qui peuvent décompenser à cause d'une hyperthyroïdie qui va démarrer et qui n'est pas du tout prise en charge suffisamment tôt. Donc relation bidirectionnelle peut-être. Attention, les taux élevés d'insuline qu'on va avoir aussi dans le prédiabète et chez les diabétiques diagnostiqués rapidement peuvent aussi peut-être stimuler l'hyperplasie du tissu thyroïdien et peut-être aussi entraîner une hypertrophie de la formation des nodules. Donc quand on dit influence du diabète sur la thyroïde, eh bien on va avoir plusieurs mécanismes pour le risque d'hypothyroïdie, ça reste hypothétique. On parle beaucoup de la résistance à l'insuline avec l'inflammation systémique générale qui va aussi conditionner ce risque avec l'obésité et le contrôle glycémique. Dans tous ces cas, dans les études, on a trouvé une diminution de la production des hormones thyroïdiennes. Donc, est-ce que le diabète va avoir une influence sur la thyroïde? Là aussi, c'est une méta-analyse assez récente qui a regardé des cas témoins et des études transversales en retrouvant qu'on avait plus de susceptibilité quand on était diabétique d'avoir une hypothyroïdie par rapport à la population générale, mais notamment une hypothyroïdie subclinique ou infraclinique. Et puis, c'était peut-être ceux-là qui avaient de façon significative dans cette étude qui allait avoir plus de complications micro-angiopathiques. Donc peut-être qu'un jour, eh bien, la thyroïde va s'inviter chez le diabète et non pas l'inverse pour pouvoir rechercher un facteur de risque de faire des complications. Donc dans ces deux maladies, toutes les deux très fréquentes, notamment le diabète d'abord, eh bien, on va avoir des facteurs communs avec l'insulinorésistance, l'obésité, l'inflammation et le stress oxydatif qui peuvent nous faire penser que elles vont se retrouver. Alors en pratique, est-ce qu'on va rechercher une pathologie thyroïdienne? On le sait, chez tous les DT1, on va le faire. Pourquoi pas chez les DT2, notamment lorsqu'ils vont avoir un déséquilibre glycémique inexpliqué. Je reviens maintenant à ma fameuse metformine, puisque j'étais ravie de voir qu'il y avait plusieurs études qui avaient regardé les taux de TSH. Donc quand on avait chez ces patients la metformine avec on avait retrouvé une diminution des taux de TSH chez des patientes, spécifiquement il n'y avait que 8 ici qui étaient obèses diabétiques mais qui étaient déjà traitées par l'évothyroxine, et on voit que la TSH va diminuer avec d'autres papiers qui ont retrouvé que même par rapport au volume thyroïdien, eh bien ceux qui étaient traités
par metformine avait un volume plus petit et peut-être un volume plus faible de goitre, de nodules, pourquoi pas de cancer. La metformine a eu beaucoup d'hypothèses sur ces mécanismes anti-cancer et de par la diminution des niveaux de TSH peut-être, mais aussi l'inhibition de la croissance des thyrocytes et peut-être des cellules cancéreuses puisqu'on va avoir cette action sur les voies de l'insuline et des IGF-1, croissance, et de la protéine mTOR. Pour terminer, quelque chose qui m'a un peu amusé chez les amis hépatologues, eh bien, peut-être que bientôt, on va pouvoir développer des analogues des récepteurs aux hormones thyroïdiennes pour traiter les maladies métaboliques. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà exploré le sujet, mais c'était assez intéressant puisqu'on cherche aujourd'hui beaucoup de traitements pour explorer l'Anafeld et pour pouvoir la traiter. Donc, au final, est-ce qu'on va avoir vraiment des liaisons dangereuses? C'est des liens complexes, relations de cause à effet mécanistiques, épidémiologiques peut-être, mais ce qui est important, c'est que qu'on puisse continuer à rester clinicien et à regarder les signes cliniques et dépister une hystéroïdie si on va avoir aussi une anomalie métabolique, mais surtout rechercher les signes qui pourraient faire en sorte d'évoquer, de suspecter une dysthyroïdie. Et puis restons amis entre diabétologues, thyroïdologues, radioisotopistes, etc. La multidisciplinarité fait grandir et j'espère qu'on pourra continuer comme ça. Merci beaucoup. Effectivement, professeur Elaki, merci infiniment pour cet excellent topo. Vous avez, je ne sais pas comment exprimer ça, mais vous avez une façon de présenter les choses aussi simplement et très claire. Merci infiniment, professeur Elaki. Avec plaisir, Ila. Je pense qu'on a quelques questions. Oui, oui. Est-ce que vous les voyez ou vous voulez que je les lise pour vous? Alors, je pense que je vais les voir. Oui, alors, c'est la partie. Oui, la première question, c'est pourquoi la TSH, initialement élevée chez les patients obèses, se normalise après chirurgie bariatrique? En fait, c'est vrai que on a beaucoup comme j'ai dit, d'infos et d'intox par rapport au poids et la thyroïde. Historiquement, on utilisait l'obésité comme un des critères qui était même utilisé pour le diagnostic de l'hypothyroïdie, alors qu'en fait, l'association, elle est très rarement rencontrée. C'est surtout lorsqu'on va avoir de l'œdème qu'on va prendre du poids. Et il faut comprendre d'abord qu'on a des différences, les différences qui sont marquées dans la thermogénèse avec les hypo et les hyperthyroïdiens. C'est elles qui illustrent finalement cette relation complexe entre la dépense énergétique et les hormones thyroïdiennes. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Je voudrais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on a traité les patients qui avaient une hypothyroïdie, eh bien, ça modifiait peu le poids. Sauf que quand on va avoir une forme sévère, à ce moment-là, oui, on peut avoir une petite prise de poids, une petite amélioration. Mais une obésité sévère, par contre, ne peut pas être attribuée à une hypothyroïdie. C'est vrai que quand on a des personnes en surpoids ou obèses, on va avoir une perturbation de la fonction de la thyroïde, notamment à cause d'une résistance à une hormone qui s'appelle la leptine. Donc, quand on va avoir, on sait que la leptine, elle dépend à la fois du tissu adipeux, donc la masse du tissu adipeux et de l'état de la balance énergétique. Ça explique pourquoi ça va moduler cette fonction thyroïdienne chez l'obèse et elle augmente la dépense énergétique pour finalement limiter la prise de poids. C'est pourquoi quand on a des patients obèses, eh bien, on a fréquemment des TSH qui dépassent 3,5. Maintenant, lorsqu'on va avoir soit un régime hypocalorique, soit une chirurgie bariatrique, on a effectivement constaté dans les études que la TSH va se normaliser, elle va descendre en dessous de 4, de 3,5 dès que le poids sera normalisé. Et ça a suggéré que
la TSH augmente chez le sujet obèse uniquement par adaptation de l'axe hypothalamo-hypophyseothyroïdien à la prise de poids. Donc, dès lors que le patient va reprendre un poids normal, qui va baisser son poids, eh bien, effectivement, ça va se normaliser, et notamment à cause de la résistance à la leptine. Alors ensuite, j'ai une question. Donc, merci pour l'explication physiopathe. OK, on me demande de revenir sur le rôle des lipides, la thyroïde et la NASH. OK. Alors, en fait, quand on a des personnes qui vont avoir une dysthyroïdie, on pense souvent à l'hyperlipémie. Je suis revenue tout à l'heure sur l'hypothyroïdie secondaire pardon, une dyslipidémie secondaire à l'hypothyroïdie. Alors, c'est parce qu'on va avoir une augmentation de l'absorption du cholestérol dans l'intestin et finalement une diminution de la clairance du LDL. C'est pour ça que le LDL augmente. Et quand le LDL augmente, eh bien, on va aussi avoir une accumulation des triglycérides dans le foie. Du coup, quand on va avoir des patients qui vont avoir une NASH ou une NAFLD, eh bien, on sait que cette dysthyroïdie peut contribuer par ce mécanisme on va dire à l'installation de la NAFLD. Il y a en fait un rôle complexe, mais c'est surtout ces triglycérides hépatiques qui, par le biais de l'augmentation du stress oxydatif et de l'inflammation dans le foie, de façon indépendante du reste des mécanismes, vont expliquer la NAFLD. Donc, à chaque fois qu'on aura trop de triglycérides, eh bien, ils vont s'accumuler au niveau hépatique, entraîner une inflammation. Et cette inflammation chronique a cette NAFLD ou NASH ou MASH. Est-ce que la metformine peut être utilisée dans les hypothyroïdies infracliniques chez les personnes qui vont avoir un prédiabète? Donc, quand on va avoir un prédiabète, alors vous le savez, dans les recommandations, on va avoir, pour le prédiabète déjà, on risque d'avoir une indication, enfin, on a une indication de la metformine, ça dépend des pays, notamment chez les personnes qui vont avoir, pour les femmes qui ont fait un diabète gestationnel, et de plus en plus, pour la médecine de prévention, c'est vrai qu'on serait plus incité à utiliser une metformine dans ces cas-là. Alors, par contre, si c'est à cause de l'hypothyroïdie infraclinique, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Et je ne l'aurais pas utilisé pour l'hypothyroïdie infraclinique. À chaque fois que ça a été fait, qu'on a utilisé on va dire, on a traité l'hypothyroïdie infraclinique déjà par le lévothyroxine, ça ne donnait pas d'effet. Et la metformine, j'ai pas vu d'études sur ça, mais je l'aurais pas utilisé dans ces cas-là, sincèrement. Alors, est-ce qu'une hyperthyroïdie peut entraîner un diabète? Sur la glycémie, ils peuvent augmenter un peu la glycémie. Maintenant, une personne qui n'avait aucun facteur de risque, aucune insulinorésistance, aucun facteur génétique de développer un diabète type 2, il y aura zéro risque qu'une hyperthyroïdie puisse entraîner un diabète de type 2, par exemple. Maintenant, l'hyperthyroïdie, si elle est due à une maladie de base d'eau avec l'auto-immunité, on sait qu'on peut avoir aussi, par le biais de l'auto-immunité, un risque de diabète de type 1, mais ça n'a rien à voir avec la thyroïde. Alors, c'est une très bonne question. Quand j'avais fait le topo, je m'étais posé la question, est-ce que je parle de la goutte en maladie métabolique? Merci beaucoup. En fait, on sait qu'on peut avoir enfin, lorsqu'on va avoir des notamment parce que dans l'hyperthyroïdie, on va avoir une augmentation du catabolisme de l'acide urique et donc on en aura plus dans le sang, alors que dans l'hypothyroïdie, on va avoir au contraire une altération de l'excrétion rénale et c'est la raison pour laquelle l'acide urique va augmenter. Maintenant, oui, c'est possible et je n'avais pas abordé ça dans mon topo parce que je n'avais pas vu beaucoup d'études. Donc, en dehors de ce mécanisme physiopathogénique, vous avez raison de le mentionner, eh bien, on peut avoir une augmentation de l'acide urique par les deux
simple. Vous avez un patient qui a une TSH élevé, une T4 basse, donc une hypothyroïdie. En parallèle, vous trouvez que le LDL est élevé chez ce même patient en prévention primaire, hein, je ne parle pas de la prévention secondaire, eh bien, vous allez temporiser, corriger l'hypothyroïdie par votre majorité des cas comme ça, la dyslipidémie, elle s'est normalisée, eh bien, vous n'allez pas traiter la dysthyroïdie, la dyslipémie. Est-ce qu'une dysthyroïdie est un facteur de risque cardiovasculaire en plus chez un diabétique? Non. On ne peut pas considérer que la dysthyroïdie va être un facteur de risque. Par contre, lorsqu'on va avoir une dysthyroïdie qui n'est pas traitée, eh bien, on risque d'aggraver à cause par un mécanisme d'inflammation, on risque d'aggraver notre diabète et bien entendu le risque à court terme et non pas à long terme. Alors, lien entre hypothyroïdie et polyarthrite rhumatoïde, interaction et traitement. Alors, je sais que quand on va avoir une polyarthrite rhumatoïde, on va avoir un risque plus important de faire des hypothyroïdies notamment. Ça a été ça a été retrouvé dans pas mal d'études. Maintenant, pour une relation de cause à effet, il n'y en a pas. Lorsque vous avez par contre, vous allez utiliser des biothérapies, c'est vrai que le conseil, c'est de faire le dosage de TSH, T4 et des hormones et des anticorps pour voir si ensuite il n'y a pas de déclenchement, si les patients avaient des anticorps positifs d'une maladie thyroïdienne. Euh, Quelqu'un veut plus de détails, docteur Benhamou, plus de détails sur les hypothyroïdies infracliniques et quelles. Je n'ai pas compris la Oui, question. c'est pas très clair. Oui. D'accord. Alors, je vais reparler des hypothyroïdies infracliniques. Quand vous avez une hypothyroïdie infraclinique, donc on oublie à ce moment-là les maladies métaboliques, eh bien, est-ce qu'on va traiter les patients? On sait que il faut que les TSH dépassent notamment 10 plusieurs fois chez les patients qui ont des T4 et des T3 normales pour pouvoir peut-être penser à traiter. Il faut faire attention, notamment chez les femmes enceintes, même si les recommandations ont changé. Il faut qu'on ait quand même des anticorps positifs, anti-TPO ou anti-TG, pour pouvoir traiter des femmes qui veulent avoir des grossesses, pardon, des femmes en âge de procréer, qui ont un problème de fertilité. Mais sinon, il n'y a pas de raison de traiter. On peut traiter lorsqu'on va avoir une dyslipidémie. Chez des patients qui vont avoir une hypothyroïdie infraclinique, je le ferai peut-être essentiellement chez les patients qui n'auraient pas dans la famille de maladies métaboliques. Donc, un patient qui n'a aucune raison de faire une dyslipidémie, qui a en plus une bonne diététique, qui n'est pas obèse, à ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, la TSH de l'obèse, elle peut être faussement élevée, eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'après plusieurs bilans, on peut penser à traiter, mais ça ne rentre pas dans les recommandations. Justement, il a mis à quel chiffre traité, je pense. D'accord. Ah oui, d'accord. C'est quel chiffre traiter? Alors, on ne traite pas un chiffre, en fait. On doit vraiment traiter le patient dans sa globalité. Donc, si la patiente a une dyslipidémie ou le patient a des anticorps anti-TPO et ou anti-TG positifs, si jamais il y a une dyslipidémie, si vous avez tous ces facteurs associés, c'est vrai que dans les recommandations du GRT, on conseille de traiter, mais c'est plus facile de traiter des TSH supérieurs à 10 que des TSH entre 4 et 10. Il faut avoir beaucoup de facteurs de risque dans ces cas-là pour pouvoir les traiter. Donc, supérieur à 10, avec T3, T4 normales, vous pouvez traiter après plusieurs bilans, pas une seule TSH supérieure à 10. Si c'est en 4 et 10, il faut vraiment qu'on ait, comme je vous ai dit, plusieurs facteurs de risque que je viens de citer. Est-ce que la TSH peut faire partie du bilan de l'HTA?
En fait, faire de la TSH de dépistage, ça peut être intéressant à mon sens chez plusieurs situations. Maintenant, dans l'hypertension artérielle, pas forcément. Il faut quand même être clinicien. C'est pour ça que Edouard a parlé de la minute du clinicien. On se précipite un peu trop pour faire des bilans sans avoir de fondamental au niveau clinique. Donc, je vous aurais d'abord encouragé à examiner le malade, voir si jamais vous avez des signes d'hypo ou d'hyperthyroïdie dans le cadre de votre examen clinique avant de le demander. On ne le demande pas systématiquement chez tous les patients hypertendus. Alors, j'aime beaucoup la question du docteur Riznet qui est très pertinente, qui demande est-ce que un taux très élevé de LDL supérieur à 1,8 dans un contexte d'hypothyroïdie nous oblige à temporiser le traitement jusqu'à normalisation du bilan thyroïdien. Alors, il y a deux éléments de réponse. D'abord, oui, le 1,8, il faut, s'il vous plaît, il faut vraiment plaider pour ça. Il faut que tout le monde sache que un LDL supérieur à 1,8, c'est un facteur de risque indépendant de maladies cardiovasculaires et c'est un très haut facteur de risque. Et donc, les LDL supérieurs à 1,8 devraient être traités. Donc, quand on est en prévention primaire, docteur Riznet, et que on va avoir des patients, un premier bilan avec un LDL supérieur à 1,8, vous savez qu'on doit refaire un second bilan. Le truc, c'est qu'on refait le second bilan après maximum un mois. Donc, j'aurais très sincèrement proposé d'être entre les deux. Si j'ai un LDL très élevé, supérieur à 1,8 chez un patient qui a une hypothyroïdie, qui n'a bien entendu pas de diabète, qui est avec un risque cardiovasculaire qui est plutôt faible, et donc c'est juste le 1,8 qui m'intéresse, oui, on peut temporiser dans ces cas-là jusqu'à peut-être pas normalisation, mais en tout cas, temporiser 1 à 2 mois après, refaire le bilan lipidique en donnant la bonne dose de lévothyroxine. La question du docteur Esheb, je crois, est assez intéressante parce qu'en fait, vous dites que la metformine est devenue une nouvelle piste thérapeutique pour le traitement des nodules thyroïdiens. Non, ce n'est pas un traitement des nodules thyroïdiens, c'était un constat dans les études. Maintenant, la metformine, que nous, médecins qui nous occupons de la diabétologie, c'est un traitement qui est très, on va dire, qu'on continue d'utiliser, qui a même des propriétés. Alors, on l'a utilisé comme, on va dire, médicaments pour la jouvence, pour le rajeunissement. On a des études pour le foie, on a des études valides justement pour le foie, mais également des études avec un faible niveau de preuve pour le cœur. Finalement, la metformine, de par son effet sur l'insulinorésistance, de par son effet sur cette baisse de l'inflammation, et justement qu'on ait moins de stress oxydatif en général, eh bien, a sûrement des bienfaits un peu partout, mais elle ne va pas, en tout cas, elle ne risque pas pour l'instant, vu les études, d'être utilisée pour les nodules thyroïdiens. Alors, le pourcentage de dysthyroïdie chez les patients diabétiques de type 1, là, c'est au niveau auto-immun. C'est vrai qu'il faut faire la différence entre le diabète, finalement, diabète de type 1 et de type 2, c'est vraiment l'origine physiopathogénique. Donc, quand on parle de diabète de type 1, c'est dans le contexte des maladies auto-immunes. C'est pour ça que lorsqu'on va avoir un patient qui a un diabète de type 1, eh bien, tous les ans ou tous les 2 ans, on va demander un taux de TSH. Et ce taux de TSH va être fait en fonction des anticorps anti-TPO et anti-TG. Les patients qui vont avoir des anticorps anti-TPO élevés, ils ont des titres plus élevés de TSH, donc ces patients diabétiques de type 1, et donc ils vont faire plus de maladies auto-immunes. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on doit avoir au moins 10%, 10 à 15% des patients type 1 qui vont avoir 10%, qui vont avoir une hypothyroïdie, une maladie de Hashimoto. Par contre, les patients qui vont avoir des anticorps anti-TPO positifs, c'est beaucoup plus. Maintenant, la question sur la dysthyroïdie chez les patients diabétiques
de type 2, bah, comme je vous ai montré, il y avait beaucoup de méta-analyses qui regardaient voilà, plus les taux de TSH que les hypothyroïdies. Donc, quand on va avoir, on va dire, un taux de TSH élevé, on a un risque, je l'ai dit tout à l'heure, je crois, de 15 ou 17% de faire un diabète de type 2. La prévalence de l'hypothyroïdie, on va dire, dans le diabète, c'est de 30% et l'hyperthyroïdie, c'est de 12%. Donc, ça, c'était la réponse que je vous ai donnée aussi tout à l'heure. Docteur Benhamou, vous avez une très bonne question encore parce que stérilité et désir de grossesse, enfin dysthyroïdie et grossesse, ça donne, c'est un sujet qui est assez vaste. Il y a jusqu'à il y a, je crois, 2 ou 3 ans, toutes les hypothyroïdies frustes ont traité toutes les femmes qui avaient une TSH qui dépassait 2,5. Donc une femme en âge de procréer qui arrête la pilule, qui veut faire un bébé, eh bien ont traité, ont traité finalement la TSH. Aujourd'hui, on sait que dans les études, on a peut-être un peu plus traité un peu par excès toutes ces patientes, ce qui fait que on traite beaucoup plus volontiers les patientes qui vont avoir des hypothyroïdies frustes avec des anticorps positifs, soit les anticorps anti-TPO, soit les anticorps anti-TG. Ça a changé par rapport aux études et c'est vrai que c'est difficile avec les gynécos parce qu'on a passé des années à les convaincre de demander la TSH, à les convaincre qu'il fallait donner la lévothyroxine à ces patientes lorsque la TSH était supérieure à 2,5 alors que les normes de laboratoire, c'était jusqu'à 4. Et aujourd'hui, on doit revenir à la charge parce que les études ont montré qu'il y avait enfin, il n'y avait pas beaucoup d'effets chez les patientes qui n'avaient pas d'anticorps positifs et du coup, on ne traite plus toutes ces patientes. La TSH idéale, on le sait, hein, entre 0,4 et 2,5 chez tout le monde. Sinon, ça reste une adaptation du corps, peut-être même à un déficit en iode. Donc là aussi, pareil, il faut supplémenter en iode les patientes en âge de procréer. J'ai une très belle question qui doit, à mon avis, lever la communauté médicale et les endocrinologues pour combattre toutes ces personnes, médecins et non médecins, parce que malheureusement, on a aussi des herboristes qui utilisent le lévothyrox dans leur concoction pour pouvoir faire perdre du poids aux patients. Alors, quand on utilise du lévothyrox en excès, on va dire, alors qu'on en a déjà, on va entraîner un hypercatabolisme. Le problème, c'est que si on perd du poids, on ne perd pas le bon poids, on perd du muscle, on perd pas de gras, on perd d'abord le muscle. Et donc, donner du lévothyrox pour l'obésité ou surdoser les patientes hypothyroïdiennes en lévothyroxine pour faire baisser la TSH jusqu'à 0,4 et autour de 0,4, ce n'est pas du tout indiqué. L'idéal, c'est de revenir à une TSH entre 0,4 et 2,5 et encore plus idéalement de connaître la TSH normale du patient avant qu'il ait sa maladie ou avant qu'il soit opéré, s'il avait été opéré. Et donc, s'il vous plaît, il faut combattre ceci. Ça a été fait beaucoup dans les années 60-70 et il y a eu non seulement des pertes au niveau musculaire, mais aussi un risque au niveau cardiovasculaire, un risque au niveau osseux. Et le lévothyrox est fait pour traiter l'hypothyroïdie et non pas pour traiter autre chose. Je crois que… Merci infiniment, professeur. Merci, avec plaisir. Il reste une dernière question, je pense. Alors, est-ce qu'il y a une interaction entre la lévothyroxine et la pilule oestrogestative? Alors, l'interaction entre les deux, non. Il faut, en fait, on va avoir besoin si on utilise la pilule œstroprogestative, on n'aura pas de risque de changement au niveau de notre bilan thyroïdien. Vous n'avez pas besoin de demander des TSH, si ça doit être ça la question. Vous n'avez pas besoin de demander des TSH avant. C'est vrai que lorsqu'on utilise des pilules, on peut un peu augmenter la TSH, mais c'est très léger et ça n'a pas d'impact sur le risque de maladie. Donc, pas besoin de demander une TSH à chaque fois qu'on va avoir une prescription de pilules œstroprogestative. Par contre, n'hésitez pas à demander le bilan lipidique parce qu'on peut entraîner une dyslipidémie secondaire. Lévothyrox NH,
question. Alors, je veux bien revenir dessus, parce qu'en fait, le lévothyrox ou l'hypothyroïdie. Alors, le lévothyrox NH, si jamais on a un patient qui a une hypothyroïdie, ben, lorsque la TSH va se normaliser, il y a plus de problème. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'effet thérapeutique. Euh, euh, alors, si je reviens à celui de tout à l'heure, je comprends mieux la question, docteur Benhamou. Lorsque vous allez avoir un patient qui a une dysthyroïdie, ça peut être un facteur qui peut contribuer à la NASH, notamment à cause de l'inflammation, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est un effet modeste. Maintenant, on traite assez facilement et assez rapidement cette dysthyroïdie et le fait de normaliser la TSH de votre patient qui avait une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie va finalement améliorer la NASH. Donc, on s'intéresse plus à la thyroïde et ensuite on va voir cet effet bénéfique. Oui, donc du coup, il y a un effet thérapeutique, mais qui vient parce que il y a une dyslipidémie qui est secondaire et une inflammation qui est secondaire à l'hypothyroïdie, pas directement pour traiter la NASH de base. Voilà, de base. C'est des questions très pertinentes, docteur Benhamou. Il y a toujours, juste avant de conclure, il faut toujours faire attention parce qu'on a des pistes avec les mécanismes physiopathologiques, mais on ne les retrouve pas toujours dans les études. Donc, c'est ça la différence. On peut avoir des fondamentaux, comme on a dit tout à l'heure, pour quand on va traiter un patient qui va avoir une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie par rapport au poids, mais par contre, on peut ne pas le retrouver dans les études ou que ce soit tellement minime qu'il n'y ait pas d'effet sur les hormones en elles-mêmes. Mais par contre, pour avoir une homéostasie, il faut que notre fonction thyroïdienne soit correcte et elle peut être évaluée sur la TSH, mais elle peut être évaluée aussi sur la T4, la T3, donc les hormones actives, notamment lorsqu'on va avoir des hypothyroïdies ou des hyperthyroïdies infracliniques. Merci infiniment, c'était très clair, très riche. On remercie infiniment tous les participants, toutes les questions. J'espère qu'on aura une prochaine occasion très rapidement pour bénéficier de votre formation, professeur Hinda. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous et puis à très bientôt. Merci, bonne soirée, Merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.